Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Je pense que vous êtes habitués, il y en a vraiment beaucoup en ce moment, mais je vais pas m'excuser de lire et d'avoir des livres à vous présenter. J'ai 4 livres comme d'habitude à vous montrer aujourd'hui, et en vrai je pense que ça devrait être assez rapide parce que j'ai pas énormément de choses à dire sur ces livres, même si je les ai lus. Du coup, c'est parti. Le premier, c'est L'homme invisible de H.G. Wells. Bon, je vais quand même vous faire l'affront, entre guillemets, de résumer L'homme invisible, parce que moi, personnellement, je ne connaissais pas le résumé de cette histoire avant de le commencer. J'ai jamais vu aucune adaptation de cette histoire, et ben j'avais jamais lu le livre, donc voilà. En gros, on suit un homme qui débarque dans une petite ville avec tout un tas de bagages et tout plein de valises et de malles et tout. Il débarque et il s'installe dans un espèce d'hôtel-pension. Il prend une chambre et il s'installe. Là, il fait tout un pataquès au début pour récupérer ses affaires le plus rapidement possible. Sauf qu'on est à une époque où les voitures sont tirées par les chevaux, donc c'était un petit peu compliqué de se dépêcher. En plus, on est en hiver, il y a de la neige et tout, enfin bref, c'est compliqué. Donc voilà, il s'installe là et il passe le plus clair de son temps enfermé dans sa chambre, qui devient son espèce d'atelier de recherche chelou. Et il a, bien sûr, une apparence très bizarre. Alors avec le titre, nous on sait pourquoi, mais les gens qui l'entourent ne savent pas pourquoi. Et je n'ai pas été très loin dans ce livre, je sais pas si j'ai laissé le marque-page, oui voilà, j'ai lu 25 pages parce que En fait, la manière dont c'est écrit fait que tu ne peux pas, enfin je ne peux pas, m'attacher au personnage principal. En fait, j'en suis venue à m'agacer, à m'énerver après le personnage principal. J'étais là en mode, mais vas-y c'est un connard, il me tape sur le système, j'en ai trop marre et tout. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais cette sensation et ces sentiments parce que on n'est pas dans sa tête à lui. Tout ce qu'on sait de lui, c'est ce que les personnages qui l'entourent savent de lui, et ce sont des personnages qui viennent juste de le rencontrer. Donc nous, tout ce qu'on a pour le décrire et pour le comprendre, c'est ce que les personnes qui ne le connaissent pas et qui l'entourent disent de lui et comprennent de lui. Le seul avantage que moi j'ai trouvé, c'est que avec le titre, on sait pourquoi il a cette apparence-là. Parce que si en plus on ne savait pas, je pense que j'aurais craqué bien plus tôt. Même si 25 pages, c'est pas beaucoup, on s'entend. Mais ouais, vraiment, en fait, je le trouve insupportable et inaccessible parce qu'on n'est pas dans sa tête. On sait pas ce qu'il fait, on sait pas pourquoi il est comme ça, on sait pas ce qu'il cherche. Et tous les gens qui l'entourent le comprennent pas et donc l'aiment pas et passent son temps à le critiquer. Moi, je peux pas lire un livre dans lequel le personnage principal est critiqué toutes les 3 pages par des gens qui ne le connaissent pas et qui ne le comprennent pas. J'arrive pas à suivre un personnage comme ça. Je peux pas. Je ne sais pas faire, c'est pas possible. Du coup, je l'ai posé quelques jours et je voulais réessayer parce que c'est H.G. Wells, parce que c'est l'homme invisible, parce que quand même, tu vois. Mais j'y arrive pas. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai lu Équation à une inconnue de Richard North Patterson, parce que je me trompe toujours sur son prénom, et ça ne l'a pas fait du tout. J'ai dû lire peut-être 50, peut-être 60 pages. Et mon dieu, je me suis fait chier. Je suis désolée, mais vraiment c'était nul. En gros, on suit un avocat qui, le soir après sa journée de travail, donc vers 18h, 18h30 peut-être, je sais pas, rend visite à une de ses clientes parce qu'il doit lui faire signer un truc. C'est une cliente assez âgée qui est sa cliente depuis très longtemps, donc bref, il va chez elle et il la retrouve morte. Et à partir de là, il n'y a rien qui va. Genre vraiment, il n'y a rien qui est cohérent. Ça n'a aucun sens. Ce que j'ai lu à partir de ce moment-là n'a aucun sens. L'avocat appelle les flics débarquent, mais en vrai, c'est l'avocat qui décide de tout. Genre, c'est l'avocat qui commence à mener l'enquête et les flics, ils restent dans leur coin. Ils laissent le cadavre en plein milieu pendant des plombes. J'étais là, mais c'est pas possible. Ensuite, le mari débarque et leur premier réflexe, c'est d'arrêter le mari, d'accuser le mari. C'est l'avocat qui est obligé de leur dire eh oh, pourquoi vous l'accusez, ça se trouve il a rien fait, et enfin, pourquoi vous l'accusez comme ça, genre... Enfin, vraiment, j'ai trouvé que tous les événements n'avaient aucun sens. Et en plus de ça, tous les événements se déroulent à une lenteur. Oh, mais vraiment... En fait, je me suis rendu compte que toute la nuit s'était passée et qu'en fait il s'est rien passé. C'est-à-dire que l'avocat il découvre le corps le soir, donc quand il passe rendre visite à sa cliente et qu'il la trouve morte, et le mari il arrive que le lendemain matin vers genre 7 ou 8 heures peut-être. Tu vois, donc allez on va dire de 20h à 8h, le corps est resté en plein milieu de la cuisine avec tous les flics autour et il n'y a rien qui a été fait. Qu'est-ce qu'ils ont branlé toute la nuit? Enfin vraiment j'ai pas compris. J'étais là mais c'est quoi
ce délire. Et puis le mari arrive, il l'arrête, genre ça y est c'est bon, ils ont trouvé le meurtrier. Je me suis dit putain dans 2 pages le livre il est fini. J'ai pas compris. Vraiment, en fait pour moi il y a rien qui est mis en place pour dégager le cadavre le plus rapidement de la cuisine, parce que je veux dire à mon nez quand même c'est la première chose à faire. Et 2, je sais pas, aller interroger les voisins, essayer de savoir s'il y a quelqu'un qui est venu la veille, enfin, je sais pas. Alors, vous me direz, si ils ont trouvé le cadavre à 20h, tu déranges peut-être pas les voisins. Enfin, quand même, on a trouvé un cadavre, tu peux quand même aller sonner chez les voisins et leur demander s'ils ont vu quelque chose. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça hyper mal fait, hyper mal construit. J'irai pas jusqu'à dire que c'est mal écrit parce que c'est pas vrai, mais entre le rythme et les événements, y a rien qui va. Pour moi, y a rien qui va, du coup j'arrête. Ensuite, j'ai lu L'étrange histoire de Benjamin Button de Francis Scott Fitzgerald. Alors, dans ce livre, il y a La Lie du bonheur en plus. Il est très petit, mais il y a 2 histoires là-dedans. J'ai pas lu La Lie du bonheur parce que j'avais pas envie. Voilà, il me semble que voilà, L'étrange histoire de Benjamin Button fait 59 pages. C'est très court, très rapide. Vraiment, alors évidemment, j'avais déjà vu le film L'étrange histoire de Benjamin Button, donc je connaissais l'histoire. Mais il y a quand même des choses qui sont très différentes dans le livre et dans le film. Alors évidemment, l'histoire est très très courte ici. Dans le film, il y a un peu plus d'événements, tu vois. Mais par exemple, en fait, ici, donc rapidement déjà pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, L'étrange histoire de Benjamin Button, ça raconte l'histoire de Benjamin Button, qui est étrange. Ça vous aide, hein, vraiment, ça vous aide vraiment. Non, sans déconner, en fait, il naît vieux et il va rajeunir toute sa vie jusqu'à mourir parce qu'il est avant sa vie. Je sais pas comment expliquer, genre il rajeunit toute sa vie, et donc il ne meurt pas de vieillesse, il meurt parce qu'il est avant sa naissance. Vous voyez, il a moins un jour, donc il est mort, tu vois, pas si c'est clair. Bref, voilà, on suit ça dans une petite ville, je sais pas si c'est en Angleterre ou aux États-Unis. Voilà, dans une petite ville, donc évidemment, enfin, quand le père il découvre ça, il est au bout de sa vie, genre lui, en plus on est à une époque où avoir un fils c'est genre vraiment ultra important pour que le fils il reprenne le travail, le machin, l'entreprise, bidule. Il était hyper content d'avoir un fils et bah en fait c'était un petit peu compliqué. Voilà, en gros c'est cette histoire là, c'est dingue d'avoir imaginé ça, déjà moi je trouve ça complètement ouf. Et en fait dans le film, à la naissance, il a vraiment une taille de bébé, il est juste tout ridé, tout fripé, comme un vieux, pardon, mais il a une taille de bébé. Ici, c'est pas le cas. Ici, il naît, genre vraiment avec sa taille adulte. Il naît, il a les cheveux, mais il est dégarni, il a un dentier, enfin vraiment, il naît vieux, avec une taille d'adulte. Et il va, au cours de sa vie, d'abord perdre ses rides, avoir plus de cheveux, grandir un petit peu parce qu'il se dévoûte, entre guillemets. Et puis ensuite, il va rajeunir. Voilà, il a une vie de merde. Clairement, il a une vie de merde. Dans le film, j'ai trouvé ça pas mieux fait, mais plus touchant. Ici, vraiment, j'ai refermé le bouquin en me disant putain, il a une vie de merde, le pauvre, quoi. Vraiment, et j'avais pas eu ce sentiment-là à la fin du film. Alors, le film est quand même bien adapté. Enfin, je veux dire, l'histoire de base elle reste la même, tu vois. Mais il a des problèmes avec sa femme, avec ses enfants. Parce que du coup, quand il épouse sa femme, elle est physiquement beaucoup plus vieille que lui, alors qu'en fait, bah, du coup, c'est pas le cas. Enfin non, quand il épouse sa femme, elle est physiquement beaucoup plus jeune que lui, donc c'est déjà pas très accepté, mais ça passe. Et le problème, c'est que du coup, elle va vieillir, lui aussi, mais lui, il rajeunit en fait. Du coup, ça pose des problèmes vraiment, c'est un petit peu compliqué. Tout le monde le prend pour un fou, on lui dit d'arrêter de tout faire pour rajeunir alors qu'il ne fait rien pour rajeunir. Et il finit par vivre chez son fils et il finit par être le fils de son fils, quoi. Parce que bah, physiquement, c'est ça que ça donne, tu vois. Enfin, vraiment, c'est une histoire de dingue, vraiment. J'ai beaucoup aimé. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus long, mais je me demande si un peu plus long, je m'en serais pas lassée au bout d'un moment. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et je savais pas que c'était une histoire, enfin un bouquin de Francis Scott Fitzgerald de base. Pour ceux qui savent pas quand même pour le citer, c'est l'auteur de Gatsby le Magnifique. Et enfin pour terminer cette update, j'ai lu La Guerre des clans, le tome 3 du cycle 1, Les mystères de la forêt, écrit par Erin Hunter. Et je l'ai dit en vlog, la première moitié de ce tome m'a tapé sur le système. Mais je vais y revenir. En fait, on est dans une forêt et on suit des chats avec 4 clans. Je pourrais pas. Il y a le clan de la rivière, le clan du tonnerre, mais les autres, je ne sais pas.
Voilà, le clan de l'ombre, peut-être, je sais plus, voilà, donc en gros il y a 4 clans de chats, toute la population des chats de la forêt est divisée en 4, et ils vivent à peu près en communauté, chacun a une partie de la forêt, et puis voilà. Bon, ça s'appelle la guerre des clans, ils sont pas vraiment en guerre ouverte, mais ils sont pas non plus en entente parfaite. Et en fait, ce qui m'a dérangé avec dans ce tome 3, c'est que depuis à peu près le début, ouais, je dirais le début moitié du tome 2, il y a un truc que l'autrice a mis en place avec le chat qu'on suit, donc Cœur de Feu, c'est pas comme ça, c'est le chat principal qu'on suit. Il est en train d'essayer de prouver quelque chose, il est en train de mener une espèce d'enquête. Le problème, c'est que cette enquête, elle traîne à longueur et elle ne se résout que vers la fin de ce tome 3 là. Du coup, un tome et demi pour résoudre cette enquête, moi ça m'a paru très long, je n'en pouvais plus. Vraiment, alors c'est aussi long parce qu'il y a d'autres choses qui se passent en parallèle, il y a d'autres événements. Mais c'est une saga que j'aime beaucoup, vraiment j'adore lire cette saga, je trouve ça génial. Moi je suis plus chien que chat dans la vie, tu vois, mais là j'adore suivre les chats, je trouve ça cool, voilà, c'est comme ça. Vraiment je trouve ça génial. Et il y a vraiment plein de petites histoires qui se mettent en plus de la grosse enquête. Et du coup la grosse enquête elle prend beaucoup de temps, c'était un peu chiant quand même. J'aurais préféré que l'enquête elle se termine plus tôt et qu'on ait, je sais pas, le temps d'avoir cette petite histoire après, tu vois. Mais bon, c'est pas moi qui choisis. Voilà, j'aime beaucoup suivre ces chats, ces événements. Il y a juste un truc que moi j'ai compris, mais vraiment genre instantanément. Au moment où, en fait, Cœur de Feu va raconter quelque chose à quelqu'un et cette personne va avoir une réaction qu'il trouve bizarre, tu vois. Et moi, dans cette scène-là, j'ai compris pourquoi cette personne avait cette réaction-là, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce qui se passait, j'ai tout compris. Et lui, il met, je sais pas, peut-être 200 pages à comprendre. C'était un peu long, quand on t'a compris dès le début et que le gars il met 1000 ans, tu vois, c'est un peu long. Mais malgré tous ses défauts et malgré toutes ces petites choses qui m'agacent et qui me dérangent un peu, j'adore la saga. Vraiment, je la trouve très cool. Il me semble que j'ai pas encore acheté le tome 4, mais il va falloir que j'achète le tome 4 parce que je veux avancer régulièrement dans cette saga. J'aime beaucoup cette saga, suivre tous ces personnages et tous ces trucs. Et il me semble que c'est le premier livre que j'ai comme ça. Alors, je pense que ça dépend des éditions. Mais ici, dans celui-là, on a vraiment le détail de tous les personnages à chaque fois parce que pour chaque clan, il y a beaucoup de chats à chaque fois et du coup ils ont des chats, ils ont des noms genre étoile bleue, griffe de tigre, croc jaune, tornade blanche, enfin c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Donc il y a le clan du tonnerre, le clan de l'ombre, le clan du vent et le clan de la rivière. Et en plus de ça, il y a d'autres chats errants qui sont dans la forêt mais qui n'appartiennent pas à des clans. Du coup parfois s'y retrouver au milieu de tout ça c'est un peu compliqué. Et on a aussi une carte ici que j'aime beaucoup, je trouve ça très cool quand on a des cartes dans les bouquins, on en a même une deuxième. Voilà, j'adore cette saga, vraiment. Je pense que je l'aurais encore plus adoré, pas forcément si je l'avais lu plus jeune, enfin si, mais si je l'avais lu surtout au début de ma vie de lectrice, parce que là, au-delà du fait que j'ai presque 30 ans aujourd'hui, c'est surtout que j'ai beaucoup lu. Et donc bah, du coup, il y a des trucs que je devine, il y a des trucs que j'anticipe. Et il est rare, très rare, que l'autrice arrive à me surprendre, mais j'adore cette saga. Je vous l'avais dit au début, cette vidéo de lecture est très court, mais ça changera un petit peu, c'est pas plus mal. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.